Bonjour et bienvenue à Mémoire vivante. Aujourd'hui, j'accueille M. Jacques Martineau, militaire retraité de Plessisville, et on va parler de l'histoire militaire de la région. Donc, bonjour M. Martineau. Bonjour Mme Breton. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. J'aimerais ça que vous me racontiez un peu d'abord votre enfance et qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette carrière militaire-là? OK, mon enfant, je suis originaire de Plessisville. On a été élevé à la campagne. On était une famille de 7 enfants. C'est comme la majorité des familles de ce temps-là. Là. On n'était pas vraiment aisés monétairement, mais il y avait toujours de quoi ça à table. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Pourquoi je suis rentré dans l'armée? Parce que je n'aimais pas les études. OK. Et ça vous pensiez que ça vous amènerait une carrière? Ben, on ne sait pas dans quoi qu'on s'embarque quand on rentre dans l'armée. Ça a été la pire gaffe parce que je n'ai pas arrêté d'étudier pendant je ne sais pas combien d'années. Mais vous avez dû aimer ça si vous êtes resté. Ben oui, c'est sûr que l'environnement est différent. On change de place régulièrement. On rencontre différentes personnes. Fait que c'est normal. On apprend des métiers, des travaux différents régulièrement. Vous avez fait une panoplie de choses. C'est incroyable quand je regardais ça. Vous avez été à Chypre en 1976. Ensuite de ça, les Olympiques, l'armée, ça je ne savais pas, a couvert les Olympiques. Oui. L'Australie. L'Australie, c'est la même chose. En 75, comme on dit, c'était... En 74, c'était à Stadelle, la Garde-en-Rouge. 75, c'était à Chypre. 76, il y a eu les Olympiques. Après les Olympiques, ça a été l'Australie. Puis après l'Australie, ça a été pendant la grève des prisons fédérales dans la région de Montréal. Tout de suite après, en 77, ça a été l'Égypte. Puis après ça a été tranquille, des cours, de l'entraînement. Bien là, vous avez changé de métier à ce moment-là. Oui, en 1979, j'ai appliqué pour un changement de métier, puis on m'a envoyé sur mon cours de métier en 1980. Le cours est en anglais, puis la seule chose que je disais en anglais, c'était Yes puis no. Le cours a passé quand même bien, là. Puis après ça, j'ai été transféré à Valcartier. Les exercices, les entraînements. Je me suis en allé à Bagotville pendant 3 ans. Sur les 3 ans que j'étais là, j'ai été parti à peu près l'équivalent d'1 an et quart. Mais pas en ligne, là. On parle d'une semaine partie, revenu pendant 2-3 semaines. On dans l'Ouest canadien, la Norvège, entre autres. La Norvège, l'Ouest canadien, les gros exercices. Après ça, j'étais allé un petit cours de langue d'1 an à Ottawa. Après ça, j'ai été transféré en Allemagne. Après 3 ans, on m'a ramené à Valcartier. Juste avant la crise d'Oka. Exactement. Juste la journée que le policier est décédé, je débarquais de l'avion. Puis j'arrivais au Canada. Puis après ça, il y a eu la crise. Après ça, il y a eu les entraînements, etc. Après ça, j'ai transféré au 10e groupe aérien tactique. Pendant que j'étais là, j'étais allé en Italie pour le support aérien au-dessus de la Bosnie. Après ça, on a déménagé le 10e groupe aérien. Le sommet des Amériques. Pas rendu là encore. OK, excuse. Trop vite, je m'excuse. Oui. On a transféré le 10e groupement aérien tactique à Kingston, puis c'est devenu la première escadre. Là, avec eux autres, je suis allé au Kosovo, puis je suis allé en Bosnie. Puis en même temps, c'est là qu'il y a eu le sommet des Amériques à Québec, où c'est que je suis venu travailler. 2002, j'ai pris ma retraite de la force régulière, j'ai transféré dans la réserve. Je me suis ramassé à Valcartier avec l'escadron 430. Là, je suis allé à Haïti, puis Haïti, Afghanistan. Je suis allé dans le Grand Nord 2 fois. Puis j'ai pris ma retraite en 2015, après 42 ans. Après 42 ans de fier service. Oui. Vous êtes, à ce que je vois, c'est que vous êtes mordu, évidemment, de l'armée si vous avez passé 42 ans, que vous avez continué. J'aimerais ça, si c'est quelque chose qui vous plaît, qu'on parle de l'histoire militaire de Plessisville. Oui. Non seulement ça va nous amener aussi aux Premières et Deuxième Guerres mondiales, puis tout ça, mais j'aimerais ça que vous nous fassiez un topo de particulièrement des gens de Plessisville et comment étaient recrutés. OK, on va commencer par le début de la colonie. Il y avait toujours les raids des Indiens vers les Français, nos colons. Fait qu'à un moment donné, les petites municipalités comme Québec, Trois-Rivières ont décidé d'adopter un système de milices locales où pendant que certains travaillaient dans les champs, d'autres montaient la garde. La France, en 1665, a décidé d'envoyer des troupes françaises, le régiment de Carignan-Salière, sont venus ici pendant environ 4 ans. Et après, on les a ramenés au pays, en France.
mais il y a à peu près 400 des troupes qui sont restées ici et qui sont mariées avec des Canadiennes françaises. Mais en 1669, avec le départ du régiment, le roi Louis XIV a décrété que tous les hommes de 16 à 60 ans en Nouvelle-France allaient être miliciens. Ils devaient faire un service entraînement de 1 à 2 mois par année. Ils devaient être armés, mais tout était à leurs frais. Donc, pour la défense de la colonie, tout le monde, tous les hommes de 16 à 60 ans faisaient partie de la milice. Lorsqu'il y avait un besoin, on tirait au sort, toi, vous faites partie du groupe qui va aller faire telle activité. OK. Ça, ce système-là est resté de même jusqu'à la conquête britannique. Mais juste quelques années après que le roi a décrété ça, M. Frontenac, le gouverneur, a décidé que chaque paroisse allait avoir un capitaine de milice. Le capitaine de milice, c'est une personne qui était acceptée, reconnue, puis appréciée. Donc, c'était plus facile pour cette personne-là de gérer le monde. OK. Puis en plus d'avoir l'aspect milice, il y avait aussi l'aspect policier. C'est eux autres qui géraient un peu la police. Il n'y avait pas de police dans le temps. Puis eux autres qui s'occupaient de la voirie, comme il y avait des travaux à faire, comme faire le chemin royal, etc. C'est eux autres qui déterminaient, vous autres, vous êtes telle corvée, telle journée, vous allez faire ça. Ça peut avoir causé des problèmes, mais ça faisait partie de la job du capitaine de milice. OK. Après la conquête, les Britanniques ont évalué notre système canadien-français sur la milice. Ils ont dit, c'est une bonne affaire, on va laisser ça, mais on leur a enlevé les armes. Puis après une couple d'années, on leur a remis les armes parce qu'ils en avaient besoin, entre autres, pour aller à la chasse. Puis il y a eu plusieurs modifications à la loi de la milice par après. Puis là, on arrive à la guerre de 1812-1815. Puis ça, c'est une conséquence de ce qui se passait en Europe avec Napoléon. Fait que Napoléon avait demandé aux Américains de prenez-vous-en au Canada avec les troupes britanniques, ça va faire moins de troupes britanniques en Europe pour nous autres. Fait que si la guerre a débuté de même. Fait que le gouvernement, ils ont créé 3 organisations avec la milice. Un corps de volontaires qui est devenu les voltigeurs avec le colonel de Salaberry. Oui. On a incorporé des conscrits dans le corps qui était appelé milice d'élite et incorporée. On a choisi 2000 hommes au sort. On a créé 4 bataillons, donc 4 bataillons de 500 hommes, bataillon de milice d'élite et incorporée. Le 5e bataillon lui a été créé en septembre 1812, les 4 premiers en mai. Puis ça nous amène à la bataille de Châteauguay en 1813. Oui. Châteauguay, on ne parle pas de la municipalité, on parle de la rivière Châteauguay. Okay. C'est 2 endroits différents. 2 endroits différents. Excellent. Il y a eu la bataille, Salaberry a gagné. Sur toutes les troupes qu'il y avait là, il y avait 856 miliciens. Puis sur les 856, il y en avait 156 qui provenaient du 5e bataillon de milice d'élite et incorporée. Pourquoi que je dis ça? C'est qu'on a un monsieur Antoine Roux du Sans-Chagrin qui appartenait au 5e bataillon. Lui, il est né à Gentilly en 1973. Il a fait la guerre 1812-1815. Il est retourné à Gentilly, il s'est marié en 1819. Son épouse est morte en 1847 à Gentilly. Puis on sait que sa fille, Zoé, s'est mariée à Plessisville en 1855. Donc, lui, il est arrivé à Plessisville entre ces 2 dates-là. Entre ces 2 dates-là. Et lui, il est décédé en 1879. Et en 1876, il y a un document qui est sorti pour les redevances pour les soldats de la guerre 1812-1815. Son nom apparaît dessus comme de quoi qui demeurait à Somerset. Donc, on sait qu'il a fait la guerre qui était au 5e bataillon des milices d'élite et incorporée. Puis on sait qu'il y en avait 156 de ce bataillon-là qui était à la bataille de Châteauguay. Mais la liste de paye qui donnait les noms est disparue, donc on ne peut pas confirmer s'il était à cette bataille-là ou pas. Là, après ça, il y a eu plusieurs changements dans la loi de la milice, puis on s'en vient jusqu'en 1855. Puis à un moment donné, les officiers de milice, les capitaines, il y a eu un aspect politique qui est rentré en ligne de compte. En étant un lien avec un politicien, ben moi, je suis capable d'être promu plus vite. C'est le prestige, la filiation. Oui. Fait que
Ça et tout, c'était pris en ligne de compte, puis on va le voir avec nos individus, parce qu'au début des années 1850, dans la région de Plessisville, il y avait le 2e bataillon de milices de Mégantic. Dans le 2e bataillon, je vais vous donner des noms, Joseph Betté, le premier médecin de Plessisville, de Somerset, puis comme médecin, il couvrait un grand territoire, puis il a aussi été maire. Lui, il était chirurgien-major pour le 2e bataillon. Il était major, autrement dit. Oui, oui, oui. Après ça, M. Pierre-Célestin Bourque, on va sortir les noms parce que c'était quasiment toute la même majorité côté travail. Charles Cormier, Napoléon Charles Cormier, Olivier Cormier, Jules Dufault, Hyacinthe Jutras, Jean-Baptiste Mercure, François Poudrier, Jean-Baptiste Prince, Antoine Vallée. Ils ont tous appartenu à ce bataillon-là. Ils ont tous commencé capitaine ou lieutenant, capitaine et major. Lorsque le bataillon a été dissous en 1867, puis que le 55e bataillon, qu'on va venir par après parler, est arrivé, certains ont transféré dans le 55e. Pour un exemple, le seul qui a eu des études militaires, c'est Napoléon Charles Cormier. On a confirmé que lui a fait des études militaires au Collège militaire royal de Kingston. OK. Quand même, hein? Oui, puis c'est pas tout le monde qui allait là parce que c'était vraiment choisi, puis il n'y avait pas beaucoup de francophones qui allaient au Collège militaire royal dans ce temps-là. C'était surtout anglophone. Anglophone. Après ça, comme je disais, en 1867, on a réorganisé la milice. On a créé des districts militaires différents. On a créé de nouvelles organisations. On a créé, entre autres, pour la région aussi, le 55e bataillon d'infanterie légère de Mégantic. Puis, lui était réparti comme ça. Le quartier général était à Inverness, la compagnie numéro 1 à Kinner Mills, la 2 à Inverness, la 3 à New Ireland, la 4 à Maple Hill, la 5 à Somerset. Il faut mettre ça en braquette Somerset parce qu'il y a Sainte-Julie de Somerset puis Saint-Calix de Somerset. Dépendant des références, certaines disent Sainte-Julie, d'autres disent Saint-Calix. Mais on va revenir là-dessus un petit peu plus loin. Oui. La 6e était à Saint-Sylvestre. Mais en 1899, 1900, il y avait juste 4 compagnies, puis c'était pas nécessairement au même endroit. Il y en avait une à Saint-Ferdinand, une à Plessisville, une à Inverness, puis une à Kinner Mills. C'est pour dire comment que le changement s'effectue. Fait que là, on parle de le 55e. La compagnie numéro 5 de Somerset, selon les médias locaux du temps, c'est Napoléon Charles Cormier qui a mis la compagnie numéro 5 sur pied à Plessisville, composée de volontaires. Puis dans un des médias qu'on va discuter un petit peu plus loin, on va voir qu'on va refaire mention de ça. OK. Fait que nos individus qui ont participé au 55e, Pierre-Célestin Bourque, qu'on a mentionné auparavant, il y a eu Léon Brassard, lui il était enseigne. Napoléon Charles Cormier, on l'a mentionné plus tôt. Jules Dufour, on l'a mentionné plus tôt. Albert Georges Marquet, lui était lieutenant. Alphonse Pelletier, un Robitaille, qui a été provisoirement second lieutenant. Lorsque les individus quittaient la région de leurs unités, ils étaient enlevés sur la liste des officiers parce qu'ils n'appartenaient plus à l'unité. Ils étaient en dehors du secteur de l'unité. OK. Mais lorsqu'ils s'en allaient d'un autre endroit, il fallait qu'ils se réenregistrent puis ils allaient faire partie d'une autre unité. D'une autre unité. Fait que c'est le cas de Robitaille puis G.N. Sanson, les deux, le même grade, même situation. Puis il y a eu Pierre-Onésime Trigan aussi, qui a fait partie du 55e. Là, on tombe avec la musique. En 1872, le colonel Ward, le commandant du 55e bataillon, il a mis à disposition les instruments de musique du bataillon pour la Société des amateurs de Plessisville, si eux autres acceptaient de devenir la band du régiment, puis de participer, puis de séjourner au camp militaire une douzaine de jours par année, ce qu'ils ont accepté. Puis là, la fanfare de Plessisville a reçu ses patentes, ses lettres patentes en 1895, qui est devenue l'Union musicale de Plessisville. Donc, l'Union musicale a un certain lien avec l'histoire militaire de Plessisville. Ouais. Là, je parlais des journaux tantôt. L'Union musicale. L'Union des cantons de l'Est d'Arthabascoville, le jeudi 3 juillet 1873, avait un article qui s'appelait
la Saint-Jean-Baptiste à Somerset. L'article dit « Mardi le 24 juin 1873 était un grand jour de fête pour la belle paroisse de Saint-Calix de Somerset. À 9 heures, les membres de la Société Saint-Jean-Baptiste réunis à l'Hôtel de Ville se formaient en procession et se rendaient, précédés de leur bannière et de la belle compagnie de volontaires organisée par les soins et l'habileté de M. Napoléon-Charles Cormier et du superbe corps de musique du colonel Barvis d'Arthabascoville à l'église paroissiale où ils devaient assister à une messe solennelle. Aussitôt après la cérémonie, la procession formait de nouveaux serrants. En tête venait la grande bannière de la Société Saint-Jean-Baptiste, puis venaient les autres bannières de la Société et les deux magnifiques drapeaux du 55e du bataillon de milice active du comté de Mégantic, sous le commandement du colonel Barvis et marchant en tête de la compagnie de M. Charles-Napoléon Cormier. Le 55e a été dissous en 1912. Okay. Manque d'effectifs. Le monde... Juste avant la Première Guerre mondiale. Juste avant la Première Guerre mondiale. Là, on tombe Première Guerre mondiale. Oui. Mois d'août 1914. Il arrive un incident à Sarajevo. L'Autriche déclare la guerre à la Serbie. L'Allemagne embarque là-dedans. La France, l'Angleterre, la Russie embarquent là-dedans. On devient Première Guerre mondiale. On fait partie du Commonwealth. On n'a pas de choix. Le Canada embarque avec les Britanniques. On n'a pas eu de problème de recrutement. Le monde, ça rentrait. Le monde voulait sortir de la campagne. Okay. Le monde voulait changer les idées, voir du pays. Le salaire était plus compétitif que dans les usines. En plus, on est logé, nourri, habillé. Ça ne peut pas être pire comme travail que qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un camp de bûcheron ou autre. Oui, c'est une façon de voir. C'est une façon de voir. Faut se mettre à l'époque, il y a au-dessus de 100 ans. Évidemment. Le monde ne pensait pas comme on pense aujourd'hui. Pas du tout. Le monde est rentré. Le Canada, Première Guerre mondiale, à part d'avoir fourni des troupes, la seule chose qu'ils ont produit, c'est des munitions. Ils n'ont pas produit d'avions, de bateaux, des affaires dans ce genre-là. C'était la munition qu'on produisait pour supporter. Il arrive bataille de Courcelette, puis la bataille de Vimy. Là, c'est des massacres. Fait que là, on commence à manquer de personnel. On parle de conscription. Fait que là, la conscription, elle, a lieu... La conscription. Oui. J'aimerais que tu m'expliques c'est quoi. Tu vas rentrer là-dedans. OK. Ça s'appelle la loi du service militaire. Autrement dit, la conscription. Oui. Elle est adoptée le 20 septembre 1917, puis il prévoyait que tous les citoyens de sexe masculin, de 20 à 45 ans, eux autres seraient tenus de faire leur service militaire. Il y avait certaines exemptions. Okay? Puis en 1918, on a rajouté certaines exemptions pour donner une chance à certains. Puis une des raisons pour ça, c'est principalement dans l'Ouest, les cultivateurs, les agriculteurs n'avaient plus de main-d'œuvre pour pouvoir continuer les récoltes. On avait plus ou moins le même problème ici en Ontario qu'au Québec. Fait que 20 à 45 ans, puis s'il était appelé, c'était jusqu'à la fin de la guerre. Mais le processus de convocation, autrement dit, se rapporter pour s'enrôler, a débuté juste en janvier 1918. Fait qu'entre septembre et janvier, tu allais te faire embarquer sa liste, mais après ça, à partir du mois de janvier, tu étais convoqué. Chacun son tour. On parle, il y a eu 401 882 hommes qui ont été s'inscrire. Là-dessus, il y en a seulement 124 588 qui ont été enrôlés dans le corps expéditionnaire canadien. Autrement dit, ceux qui allaient aller de l'autre côté. Les autres, on les a mis de côté, problèmes de santé, besoins familiaux, etc. Parmi les 124 588, il y en a 99 651 qui ont été portés aux effectifs puis jugés aptes au service. Donc, sur 124 000, il y en a 99 000, les autres sont mis de côté. Sur les 99 651, il y en a 47 509 qui sont envoyés outre-mer, autrement dit, traverser l'Atlantique. OK? Puis sur les 47 000, il y en a 24 132 qui sont rendus en France puis ont servi dans les tranchées. Donc, c'est juste pour dire, de
de 401 000 à 24 000. Ça ne veut pas dire tous les autres, parce qu'il y en a qui sont restés au pays, parce que ça prenait quelqu'un pour l'entraînement, quelqu'un comme les cuisiniers, etc. Fait que ceux qui ont été conscrits, il y en a qui ont resté ici, travaillé comme cuisiniers, nettoyer les baraques, etc. Oui. Le Mais ratio est il était quand même conscrit. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a plus de 619 000 hommes et femmes qui ont servi avec la force, le corps expéditionnaire canadien. Et là-dessus, il y en a 66 000, on met des chiffrons, qui sont morts au combat, puis 173 000 qui ont été blessés. Pour Plessisville, on va parler de la bataille de Courcelette du mois de septembre 1916. Pour la région de Plessisville, pour cette bataille-là, il y avait 7 personnes. 4 de Plessisville, 2 de Laurierville, puis une personne de Sainte-Sophie d'Halifax. La bataille de Courcelette, c'est dans le sud, dans le coin de la rivière Somme. Le bataillon, il était dans la région de Ypres, plus au nord. Vu que ça ne marchait pas comme on voulait, la bataille de la Somme a commencé le 1er juillet. On parle de 200 000 morts la première journée. C'est des deux côtés. Vu que ça n'avançait pas comme ça marchait au mois d'août, les généraux ont décidé, on va sortir les Canadiens de Ypres, on va les amener dans le secteur de la Somme dans le coin de Courcelette. Mais dit, on va laisser quelques unités canadiennes dans le secteur de Ypres. La raison pour ça, c'est qu'on ne voulait pas que les Allemands sachent qu'on retirait les Canadiens du secteur pour les amener ailleurs. Parce que les Allemands avaient vraiment peur des Canadiens. Les Canadiens, c'était les seules troupes. Ils prenaient quelque chose, ils restaient là, puis ils gardaient leur place. Les Allemands faisaient des contre-attaques. Les unités, chaque côté des autres nations reculaient, mais les Canadiens restaient sur place. OK. Fait que, on avait une bonne renommée. Il y avait la meilleure des renommées. Fait qu'on a amené les Canadiens. Entre-temps, on leur a enlevé le fusil Ross qui était canadien, puis on leur a donné les Enfield britanniques qui étaient meilleurs. Puis le fusil les Enfield, il y avait 10 balles dans le chargeur, tandis que les Ross avaient 5 balles. Puis les fusils allemands aussi avaient seulement 5 balles. Donc, tout de suite là, un avantage. Exactement. Ils sont arrivés là, ils se sont installés. La bataille de Courcelette commence le 15 au matin. La brigade des 22, où ce que les 22 était gardée en réserve. Le 15 septembre, quand la bataille a débuté, c'était la première fois que les chars d'assaut étaient utilisés sur le front. C'était la première fois qu'il y avait du tir d'artillerie roulant. Autrement dit, ça tombe là, nos troupes avancent. Quand ils sont rendus proches, c'est que ça tombe. On allonge le tir, ils avancent, tout pour protéger nos troupes sur l'avance. C'était la première fois que ça arrivait, ça aussi. Dans l'après-midi, les troupes sont arrivées aussi qui devaient arriver, ils ont pris leurs objectifs. Le général commandant, il a été surpris de ça. Il a dit, on va exploiter le terrain. Fait que la brigade des 22 qui est en arrière est partie, a avancé. Mais là, le terrain, là, c'est pas un champ. Là. Tu prends un champ qui est labouré, là, puis qui a mouillé pendant une semaine, c'est de la boîte, là. C'est à peu près l'équivalent de ça. OK. Là, les gars, ils ont tout le stock. Ils ont 150 balles pour le fusil. Ils ont, en général, 1 ou 2 chargeurs pour la mitrailleuse que le groupe traîne. D'autres ont des pics, d'autres ont des pelles. La majorité ont tous des sacs de jute pour pouvoir remplir de terre, pour renforcer les tranchées lorsqu'ils vont être en position. Mais quand les balles sifflent alentour de toi, puis que tu cours dans la boîte, là, à un moment donné, là, la pelle puis le pic prennent le bord. Là. L'important, c'est de rendre en avant. Les gars sont arrivés où les premières tranchées étaient tenues par les Canadiens du matin. Eux autres pensaient que c'était la relève. Ils ont dit non, nous autres, on continue, on s'en va plus loin. Fait que là, les Canadiens, les 22, sont arrivés dans leur position. Ils ont tenu leur position. La première nuit, il y a eu 7 contre-attaques des Allemands. Les Canadiens sont restés à leur place. Le bataillon est arrivé là le 15 au soir, vers 6-7 heures, puis ils ont été relevés le 18. Pendant ces 3 jours-là, en total, il y a eu 14 contre-attaques. Les 22 sont restés là. Le 18, ils ont été relevés, ils sont retournés en arrière. Puis sur les 8 ou 900 troupes du 22, il y en a entre 200 puis 500 qui sont morts et blessés. Et la moitié du bataillon et plus. Ben oui. Puis j'ai lu un document juste pour
la Première Guerre mondiale, le 22, de sa création à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a un chiffre de 5 584 personnes qui ont servi dans le bataillon. C'est juste pour vous dire combien que ça passait. Exactement. Pendant ce service-là, cette bataille-là, les 4 personnes de Plessisville, il y avait Alphonse Doucet. Lui est parti du Canada en mai 1915, c'est arrivé en Angleterre. D'Angleterre, il est parti le 15 septembre 1915, débarqué en France. Il a combattu dans le secteur de Chypre, puis il est allé à Courcelette, puis lui, il est décédé le 16 septembre. Il est décédé à la guerre. Décédé pendant les attaques. William Hamel, lui, était aussi de Plessisville, puis il s'est enrôlé en octobre 1914, parti les mêmes dates, traversé en Europe. Lui, il est mort le 14, la veille de la bataille. Pourquoi je l'inclus? C'est que la position, ce qui était, même s'il était des troupes de réserve, était quand même sous le tir ennemi. L'artillerie pouvait tirer dessus. Fait que probablement qu'il a été blessé, pas blessé, mais tué au combat. Alphonse Marcotte, lui, la seule raison que je l'ai, c'est qu'il était sur une liste des blessés à l'hôpital de Shorncliffe, en Angleterre, en l'automne 1916. C'est un gars du 22, de Plessisville. S'il était blessé, il était à un hôpital là, à l'automne 1916, après la bataille de Courcelette, il était à Courcelette. Fait qu'il me reste à sortir les références, mais il ne peut pas faire autrement. Parce que la majorité de nos blessés se ramassaient là après. OK. Puis après ça, il y a eu M. Arthur Pellerin. Lui, c'était mon voisin. Lui, il a été blessé le 15 au genou. Il a passé 3 jours dans un tranché ou dans un trou d'obus avant d'être évacué en arrière. Puis après ça, ben, il a été transféré dans le système médical. Il a été rapatrié au Canada, puis il a été libéré des forces en 1918. De ce monde-là, certains en cours de la famille ici, à Plessisville. Intéressant, hein? Fait que là, on s'en va en dehors de la guerre de la bataille de Courcelette. Il y a d'autres personnes qui ont servi avec le 22, Eugène Boisvert et Joseph T. Lapointe. Monsieur Joseph Lapointe, il y a beaucoup de Lapointe dans la région ici qui sont encore descendants de Monsieur Lapointe. Tous ceux-là, c'est des volontaires. Là. Il n'y a pas de conscrits, on n'est pas rendu dans la conscription encore. À part le 22, il y a eu d'autres Canadiens, d'autres gens de Plessisville. Napoléon Lessard, lui, il est né à Plessisville, mais il demeurait en Alberta. Hubal Nolan, il est né à Plessisville, mais il demeurait à Montréal. Mais lui, il est allé dans l'artillerie. Puis après ça, on parle de conscrits. Non, on parle là, à fin 1917, début 1918. Marie-Louis Bérubé, qui est né à Plessisville, mais il demeurait en Alberta. OK. Phébus Bilodeau, de Plessisville, s'enrôlé, il était célibataire, enrôlé conscrit, célibataire. Après ça, il y a eu M. Albert Carrier, M. Ulrich Magnan, lui, il demeurait en Alberta, mais il est originaire de Plessisville. Il y a eu Maurice Mercier, qui est un vétéran de la Première Guerre, puis un des fondateurs de la Légion à Victoriaville. Il faut faire attention parce qu'on a 2 Maurice Mercier, c'est à Plessisville. Et l'autre, il est né par après, puis il est mort par après. Là. Oui, c'est bon. Il y a eu M. Léon Provencher, lui, il est resté en Saskatchewan. Il y a Plessisville. Adélard Simoneau de Plessisville. Amédée Simoneau de Saint-Ferdinand, mais il demeurait à Plessisville lorsqu'il a été conscrit. Puis Odilon Simoneau. Là, ces listes-là ne sont pas complètes, parce que je sais qu'il y en a plus que ça, mais malheureusement, il faut prendre le temps d'aller les chercher. Après la Première Guerre mondiale, on a dit c'est la guerre des guerres, on n'aura plus de pareil. Fait que le gouvernement a coupé sur les forces armées. On a eu une force armée régulière d'environ 5000 hommes. Après ça, on a fait des unités de milices. En 1936, on a amalgamé 2 unités de milices. C'est le régiment de Dorchester et de Beauce, puis c'est devenu le régiment de la Chaudière mitrailleuse. En 1937, la compagnie C a été établie ici à Plessisville. Puis après ça, il y a eu les écoles provisoires d'infanterie et de mitrailleuses qui ont été établies à Lac-Mégantic et à Plessisville en 1937 et 1938, puis ils ont qualifié plusieurs officiers et sous-officiers. En même temps, vu qu'il n'y avait pas vraiment de local pour ces organisations-là, à Plessisville, la compagnie C a pris le 2e étage du bureau de poste qui se trouve devant l'hôtel de ville.
C'était les locaux administratifs, puis en même temps de storage là, pour l'équipement. Pour l'équipement militaire. Deuxième Guerre mondiale, le 1er septembre, le ministre de la Défense ordonne la mobilisation immédiate de l'armée active. Et puis le 7 septembre, le Parlement canadien annonce l'état de guerre entre le Canada et l'Allemagne. Au moment de la mobilisation, la compagnie C est toujours appelée civile. Et après le 1er septembre, le commandant du régiment ordonne de commencer immédiatement le recrutement dans la région. Pour votre information, il y avait un bureau de recrutement à Kelly qui était là pendant environ quelques semaines. La raison pour Kelly, c'était un genre de centre industriel. Il y avait les moulins à scie, etc. Là. C'était un gros employeur dans le temps. OK. C'est intéressant à savoir, je ne savais pas ça. Donc, fait que le 10 octobre, la compagnie C de Plessisville va prendre ses nouveaux quartiers à l'édifice de l'immigration à Québec. Là, en 1940, on passe la loi sur la mobilisation des ressources nationales. Nos hommes peuvent s'enrôler là-dedans. Tu es enrôlé, tu fais partie de la milice pour défendre le Canada. Tu vas pas l'autre côté, tu sors pas du pays. L'exception, il faut comprendre, Terre-Neuve n'appartient pas au Canada, c'est considéré territoire outre-mer. Donc, on l'oublie. Sauf que quand les Japonais sont rentrés en Alaska en 1942-1943, ça fait partie du territoire de l'Amérique du Nord avec les Américains. On a des Canadiens qui sont allés là. Mais ils ne sont pas allés en Europe. OK. Fait que c'est cette loi-là. C'est pour ça qu'en 1940, c'est pas une conscription. C'est tu t'enrôles, mais tu es certain de ne pas aller l'autre bord, à moins que tu changes d'idée puis tu décides que tu veux y aller. Là, le régiment s'en va en Angleterre en juillet 1941. Pendant que c'est en Angleterre, fait de l'entraînement, remplace les troupes britanniques sur la côte sud pour la défense du pays. Puis, il se prépare pour le débarquement. Pendant qu'ils sont arrivés là-bas, on crée une réserve du régiment de la Chaudière, autrement dit un 2e bataillon. Le premier commandant, c'est le capitaine Jean Langlois de Plessisville. Après le débarquement de Dieppe, il a fallu remplir les rangs des unités qui ont été décimées à Dieppe. Donc, les autres unités ont fourni du personnel. Fait que le capitaine Jean Langlois a été transféré aux fusiliers du Mont-Royal. Là, on s'en va au débarquement. M. Langlois est revenu au régiment. Le débarquement, pourquoi que ça a été une réussite? Oui, la température a joué un rôle. Il y a bien des aspects, mais le plus gros aspect, c'est ce qu'appelle l'opération Fortitude. C'est un plan de déception immense. On a fait croire aux Allemands que le vrai débarquement aurait lieu dans le pas de Calais, et non en Normandie, et que Normandie, c'était une déception. Il faut comprendre que la 7e armée allemande était Normandie, Bretagne, puis la 15e, Pas-de-Calais. Les meilleures unités allemandes étaient dans le Pas-de-Calais. Tout de suite là, puis le plan a tellement bien fonctionné que ça a été à la fin juillet avec les Allemands réalisent qu'ils s'étaient fait avoir. Fait que, oui, on a eu de la misère contre les Allemands, mais ça aurait pu être encore pire. Fait que le 6 juin, 8h30, la compagnie C était commandée par le major Georges Sévigny de Plessisville. Ils débarquent sur la plage, Juno. Ils s'en vont, capturent leurs objectifs. Le major Sévigny s'en va voir le commandant. Hey, je suis capable d'aller chercher la prochaine ville à 2 km. Le commandant dit, go, vas-y. Il s'en va, capture l'objectif, ils ne sont même pas fait engager. Ça a bien été. Il s'en va voir le commandant, je suis capable d'aller chercher l'autre ville plus loin. Le commandant dit, ça c'est l'objectif de la brigade, il faut que je le demande avant. Fait qu'il demande à la brigade dit, OK. Le commandant dit à Major Sévigny, OK, tu y vas. Il est allé, mais ça n'a pas marché. Il a fait une 2e attaque, ça n'a pas marché. Fait qu'ils se sont retraités à une croisée de chemin, puis ils sont restés là. Le lendemain, c'est la 12e division Panzer SS qui a attaqué les Canadiens. Excusez. Ils n'ont pas été capables de faire reculer les Canadiens, mais les Canadiens sont restés en position défensive cette journée-là. Puis le 8 au matin, la compagnie C est partie, puis elle est rentrée dans le village. Ils ont capturé le château. Ils ont fait 60 prisonniers, incluant un colonel commandant de la 716e division d'infanterie allemande. Pour ça, le
Major Sévigny a été recommandé pour la DSO, l'Ordre du service distingué. Fait qu'on s'en va plus loin, la bataille de Carpiquet, au début juillet. On réussit à capturer Carpiquet, qui était aussi un aéroport, qui était défendu par les Allemands, la 12e Panzer SS allemande, qui étaient les jeunesses hitlériennes, des fanatiques. Ça a été vraiment de quoi de vraiment compliqué. Ils ont reçu plusieurs contre-attaques, puis c'est là que le Major Sévigny a été blessé. Ils ont perdu le commandant, mais on aurait capturé un objectif. Plus tard, au mois de juillet, on a capturé Caen. Puis après ça, on s'en allait plus au sud, pendant que les Américains arrivaient. L'autre côté, il y avait ce qu'on avait créé, la poche de Falaise, où c'est qu'il y avait plusieurs organisations, divisions allemandes qui étaient là-dedans. Puis on voulait former la poche pour pouvoir toutes les réduire. Le 14 août, on était rendu sur l'opération Tractable. On continuait à avancer, mais le PC-8, le système logistique du bataillon, était un peu plus en arrière. On a décidé que, en haut, les boss, on va envoyer les bombardiers lourds bombarder telle position. Et parmi les bombardiers, il y en a qui se sont trompés d'objectif, puis ont bombardé la position administrative du bataillon. Ben voyons. Puis caporal Patrice No était là, puis il est mort sur le coup. C'est un membre de sa famille qui était aussi dans le régiment qui l'a identifié. Il n'était pas vieux, le monsieur, là, puis sa femme, elle venait d'avoir un enfant. Et mon Dieu. Hein. Puis c'est des erreurs qui arrivaient souvent. Les grands patrons de l'aviation ne voulaient pas que les bombardiers lourds bombardent proche des lignes amies, parce que c'était pas précis, c'était fait pour l'aviation tactique. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. C'est arrivé dans le passé, puis ça arrive encore aujourd'hui. On s'en va plus tard, au mois d'octobre. On traverse la frontière entre la Belgique et la Hollande. On veut capturer une place qui s'appelle Passe-Gueule. La compagnie A du Major Sévigny s'en va. Ça ne marche pas. Il y a besoin de renfort. La compagnie C du capitaine Jean Laliberté de Plessisville s'en vient l'aider. Ça ne marche pas. Il reste sur place. Le lendemain, ils reçoivent des renforts. Ils capturent la place. Mais là, on retrouve après ça le capitaine Laliberté blessé dans un fossé. On l'a ramassé et on l'a évacué. C'est juste pour dire, nos gars de Plessisville aussi, ils se faisaient tirer dessus, là, puis ils se faisaient blesser. Il n'y a pas juste les autres. Fait que là, après ça, au mois de novembre, en Hollande, il y a une parade. Après la parade, il y a une remise de médailles. Puis le Major Sévigny se fait remettre la médaille du service distingué. Excusez. Par le maréchal Montgomery. On arrive au Canada en novembre 1944. Là, on passe la loi pour la conscription. Tout ça pour dire que lorsqu'on a fait le débarquement, en juin 1944, les Canadiens, c'était la seule armée composée uniquement de volontaires, d'un troupes alliés. Toutes les autres avaient des conscrits. On parle de conscription en novembre 1944. Total, on parle de 12 908 conscrits qui ont été envoyés outre-mer. Puis là-dessus, il y en a seulement 2 463 qui ont traversé la Manche pour s'en aller combattre. Et mon Dieu. Puis sur les 2 463, je pense qu'il y a peut-être environ 400 blessés et morts. Là, on parle juste de l'armée. L'aviation ou la marine n'ont jamais eu de problème d'enrôlement. Il y avait toujours du monde, il n'y a jamais eu de problème. Eux autres n'ont jamais eu besoin d'avoir recours à la conscription. Fait que lorsqu'on s'en vient pour le civil, nos combattants, il y a eu M. Jean-Paul Bellavance. Lui était dans l'aviation. Il a servi à Montjoly. Après la guerre, il a transféré à la compagnie C du régiment de la Chaudière ici à Plessisville. Richard Daudelin, d'originaire de Plessisville, s'est enrôlé en juin 1944, traversé l'autre côté en décembre 1944. Lui, il est mort en Hollande le 6 avril 1945, un mois avant la fin de la guerre. Il y a eu Marcel Desmarais, qui était chef aviateur. J'ai pas plus d'infos pour lui. Roger Dubois, un autre aviateur. Henri-Paul Fouquet, lui était au régiment de la Chaudière. Il est décédé d'un accident de la route en 1948. Il y a François-Xavier Giroux. Lui a servi comme caporal dans l'armée. Henri Guay,
Ça en a un autre, toute une histoire, lui. Il a servi avec le régiment de la Chaudière de juillet 40 à octobre 45. Il a fait le débarquement, puis avec le bataillon ou le régiment, là, il a fait le restant de la guerre jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre. Il n'a jamais eu une égratignure. J'ai parlé à une de ses filles, puis c'est ça qu'elle m'a dit. Elle dit, il a fait la guerre, il n'y a pas eu une maudite égratignure. Plus tard, il s'est enrôlé avec le 22. Il est allé en Corée, puis sa fille, elle m'a dit la même chose. Il est allé en Corée, pas une maudite égratignure. Puis lui, il a servi avec les 22 là, de 1952 jusqu'à sa retraite en janvier 68. En plus, en plus de la Corée, il est allé au Japon, à Chypre, puis au Vietnam. Puis lui, il est décédé dans le coin des années 2000. Il y a eu quand même une longue carrière militaire. Une longue, oui, il y en a plusieurs. Pour l'époque, hein? Il y en a plusieurs, c'est pas tout le monde qui était prêt à faire ça. Après ça, on s'en va dans l'aviation. M. René Jutras, lui, il travaillait comme commis dans un bureau administratif de l'aviation à Ottawa en 1941. En 1942, il a décidé qu'il s'en allait comme personnel navigant pour l'aviation. Fait qu'il a suivi des cours, différentes écoles, puis il est devenu navigateur. Et le navigateur, ça te prenait une bolle. Des travails que tu avais à faire, tu étais dans ton petit coin dans l'avion, là. Tu avais tes règles, tes calculs, etc. Il n'y avait pas d'ordinateur, rien dans ce temps-là. Là. Lui, avant la mission, il allait voir les cartes, prenait sa carte, mettait son trajet, OK, telle distance, telle vitesse, telle altitude, direction des vents, etc. Rendu à une telle place, il fallait qu'il vire tel degré, bien, c'était la même chose. Tout son travail était fait de même. Quelque chose, hein? C'est Très lui intelligent, cette personne. C'est lui qui dirigeait le pilote. Le problème qui arrivait, c'est que les vols de reconnaissance pour la météo étaient faits 6 à 8 heures ou plus à l'avance. Fait que la direction et la vitesse des vents n'étaient pas nécessairement bonnes. Ça pouvait avoir changé. Ça avait changé bien souvent. Fait que les avions dérivaient à droite ou à gauche de leur trajectoire, étaient soit en retard ou en avance. Les tirs n'étaient pas à bonne place. Ça fait que ça causait des problèmes. C'est facile de dire, ils sont bons, ils sont dans l'aviation, ils sont couchés dans un lit, puis dans une bâtisse, tout ça. La journée qu'ils embarquent dans l'avion, ou le moment qu'ils embarquent dans l'avion, c'est une roulette russe. Tu sais jamais ce qui va arriver. Fait que lui, il a fait ça. Il a fait son tour opérationnel, puis il a été rapatrié en novembre 1944, puis il a reçu la croix du vol distingué. Jean Laliberté, on en a parlé, il a été capitaine puis major au régiment de la Chaudière. Lui, il a été maître de poste à Plessisville de 1950 à 1972, puis après ça, il a quitté notre région. OK. Jean Langlois en a parlé, capitaine au régiment de la Chaudière. Édouard Lebrun, originaire de Montjoly, lui, il s'est enrôlé volontaire, puis il est débarqué en Normandie comme estafette, puis comme estafette, à un moment donné, il a été blessé à l'arme blanche par des Allemands. Après la guerre, il s'est venu s'établir ici à Plessisville, puis il est devenu chef de police. Il y a eu Robert Lemay, il a servi outre-mer pendant 2 ans. Patrice Joseph-No, on en a parlé tantôt. Oui. Lucien Paradis, servi pendant la Deuxième Guerre. Bertrand Pellerin, même chose. Roger Pellerin, même chose, il a servi pendant 5 ans. Paul Roy. Victorin Sanson, lui, il a servi comme sergent à la Deuxième Guerre mondiale. Georges Sévigny, on en a parlé tantôt. Oui, j'allais dire. Et il y a toute une histoire lui aussi, mais on va mettre ça tranquille. Il a fait la guerre. Après la guerre, il a transféré au 22. Il est allé en Corée. Il a été promu, il est tombé lieutenant-colonel. Il a commandé, il a pris le commandement de la citadelle à Québec, là, 1960-1961. Il y a eu Jean Simoneau. Lui, il était avec le régiment de reconnaissance des voltigeurs de Québec. C'est un décès accidentel. Puis Alphonse Thériault. On va à la guerre de Corée. Nos 2 personnes qu'on vient de mentionner, Henri Gay et Georges Sévigny, c'est les 2 de Plessisville qui ont combattu la guerre de Corée. À nouveau, oui, évidemment. On va parler de la guerre froide. Il y a eu un gros accident avec le régiment de la Chaudière en octobre 1953, un vendredi. Il y a 5 personnes qui ont embarqué dans un camion, sont allées à Laurierville. Je suis un des individus. Je ne me souviens pas pourquoi, mais en revenant, c'était dans la nuit, il y a eu un gros accident. Les 5 sont morts. Des 5, il y en avait 3 de Plessisville. Il y avait Laurent Daudelin, il y avait Léo Lavoie,
puis son frère, Paul Lavoie. Pour la guerre froide, en plus de ça, j'ai M. Michel Fournier, contrôleur aérien, Jacques Labrec, qui était major responsable pour l'entraînement de la milice, Jacques Paradis, notre ancien policier, qui a fait un service militaire de 3 ans. Il y a eu Normand Vigneault, qui était du 12e régiment blindé du Canada, qui est décédé d'un accident en 1970. Puis tout ça, il ne faut pas oublier tous ceux qui ont servi et qui servent encore, là, que ce soit l'Allemagne, l'ancienne Yougoslavie, le Chypre, Kosovo, l'Égypte, Haïti, etc. Il y en a qui ont servi, qui sont rendus, ils sont revenus comme vétérans sites, puis il y en a d'autres qui continuent à servir le pays. Fait que là, on est rendu à moi-même. Oui. Oui. Moi, après ma retraite, j'ai joint la Légion en 2016, ici à Victoriaville. Puis à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait une organisation à travers la Légion de Victoriaville qui s'appelait le Comité cimetière. Là, je me suis intéressé à ça. Eux autres faisaient le recensement des cimetières de la région pour la MRC d'Arthabasca, Oui. Plessisville et Princeville pour la MRC de l'Érable. Fait qu'on m'a donné la liste de Plessisville. Il y avait 18 noms, on en a enlevé 2. Puis là, je suis rendu à 57 pour notre cimetière. Là, chaque année, on va déposer au mois de mai un drapeau devant la pierre tombale de ces vétérans-là. Puis l'automne, vers le jour du souvenir à peu près, là, dépendant de la température, on va l'enlever pour l'hiver. Fait que ça, c'est une manque de respect. Fait que quand vous vous promenez dans nos cimetières, puis vous voyez un petit drapeau du Canada devant une pierre tombale, c'est un de nos vétérans. OK. C'est intéressant à Et savoir. en plus, chaque année, on fait une cérémonie au mois de juin dans un cimetière de la région pour rendre hommage à ces vétérans-là. Puis pendant la cérémonie, on va l'avant à pierre tombale d'un des vétérans pour représenter le groupe. On va parler de cette personne-là, puis on va lui rendre hommage. Fait qu'on invite la famille, les dignitaires, etc., pour être présents. C'est une marque de reconnaissance. Et de reconnaissance, Puis de respect. Des drapeaux, mais il faut les acheter. Ils ne sont pas donnés, ils ne sont pas gratuits. Fait qu'on, la Légion fait des activités pour ça. Comme le coquelicot, j'imagine? Non, le coquelicot, c'est complètement à part. C'est une autre histoire, ça n'a rien à voir avec... OK. C'est complètement différent. C'est pour subvenir aux vétérans qui sont dans le besoin, que ce soit physique, etc. Je vais vous donner un exemple. Quand on faisait la soupe populaire à Québec, on y allait une fois par année. Puis à chaque année, on arrivait là, puis il y avait toujours au moins 1 ou 2 vétérans qui étaient à la soupe populaire qui allaient manger là. Un repas qui... C'est pas un mauvais repas, c'est que ça coûtait pas cher. Ouais. On a des vétérans qui sont dans le besoin, il y en a qui n'y arrivent plus. Puis, on parle de nos vétérans. À un moment donné, la vie est difficile pour tout le monde. Ouais. Il y avait des entrepreneurs, des businessmen, ça a tombé sur le cul, il n'y a plus rien qui marchait, tombé sur le chômage, puis une mauditienne. Il y en a qui étaient là sur populaire aussi. Ouais. Il fallait qu'ils refassent le vie. Fait que c'est pas juste les vétérans qui en ont besoin, mais le coquelicot est dans ce but-là là, pour aider nos vétérans. Puis finalement, ben là, on est la cérémonie du jour du souvenir. J'ai pris ça en charge il y a plusieurs années. La cérémonie, on fait ça toujours la fin de semaine avant le 11 novembre. Le 11 novembre, ça tombe n'importe quelle journée, dépendant de l'année. Nous autres, on fait ça ici, soit le samedi ou le dimanche, dépendant, parce qu'il faut coordonner avec Thetford puis Lac-Mégantic. On fait ça, beaucoup de vétérans qui viennent, beaucoup de membres de famille de vétérans qui sont là aussi. Puis le but, c'est de rendre hommage, pas juste à ceux qui sont décédés, parce qu'il y en a qui ont fait la Bosnie, qui ont été blessés, il y en a qui sont en Afghanistan, qui ont été blessés aussi. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Fait que le jour du souvenir, oui, on pense à la Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a d'autres qui ont servi le pays, qui sont morts aussi, qui sont venus blessés. Fait que c'est ça que mon activité de cet site m'occupe beaucoup. Fait que, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Avez-vous des questions? Bien, vous savez que c'est pas mal complet. Vraiment, vous avez fait un tour assez complet. J'ai pas de questions. Vous aviez très bien fait vos devoirs. On va clore ça de cette façon-là, je pense. J'avais cru comprendre que si vous connaissez un vétéran qui a décidé, vous auriez aimé passer le message que s'il y a des gens
qui connaissent des vétérans de la région ici, Oui. qui seraient enterrés à quelque part, peut-être même, ou qui auraient servi, en tout cas du moins dans Somerset de l'époque, de pouvoir vous contacter. Ça se pourrait-tu que j'ai-tu vu ça? Oui, vous avez bien vu. C'est que, comme je disais, on a de la difficulté à trouver l'information sur des vétérans. C'est pas marqué sur le front du monde, c'est pas marqué sur les pierres tombales en général. On a sorti des noms ici, mais il y en a plus que ça, là. Fait que s'il y a du monde que dans le parenté ou qui ont connu des amis, des voisins, etc., qui ont fait le service militaire, on est intéressé à le savoir, parce que nous autres, on va chercher de l'information aussi là-dessus. On met nos listes à jour pour les cimetières. On veut rendre un hommage à ces personnes-là. À ces personnes-là. Le monde ne voit pas ça d'une manière comme nous autres, on voit ça. Si vous avez une certaine liberté d'expression, qualité de vie que vous avez aujourd'hui, dites-vous que si ces personnes-là n'auraient pas été là, on ne serait peut-être pas comme ça aujourd'hui. Exactement. Puis, on oublie vite jusqu'à temps qu'on soit dans le même pétrin. Puis là, on se dit, oh, mon Dieu, ils ont fait ça, puis c'était pas facile. Fait on veut rendre hommage à ce monde-là, puis on essaie d'obtenir de l'information. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui le veut, mais ceux qui le veulent... Mais si jamais on a cette chance-là d'ouvrir une porte pour vous, ben ça aurait été fait. Ben oui, je vous remercie. Fait que passer l'information à travers la Société historique, puis les autres vont me contacter, puis ça va nous faire plaisir d'aller chercher l'information. On peut même vous aider aussi à obtenir l'information à travers Bibliothèque et Archives Canada. Il y a des formulaires, mais c'est compliqué. Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Martineau. Ben, merci beaucoup.